Bonjour à toutes et à tous, je suis Rita de Je t'aime édition et je vais vous présenter la vidéo règle du Village aux 5 dragons. Le Village aux 5 dragons est un jeu de Clément Fournier illustré par Lucille Leca. Il s'agit d'un jeu tactique d'exploration inspiré du jeu de rôle pour 1 à 5 joueurs de 10 ans et plus et des parties allant de 1 à 2 heures. A noter que ce que vous voyez ici est un prototype encore sujet à amélioration. Dans ce jeu, vous incarnerez un aventurier ou une aventurière parmi 10 origines et 10 métiers différents pour explorer des donjons remplis de monstres, remplir des quêtes, accumuler du savoir et de l'équipement et terrasser les dragons afin de cumuler le plus de points de gloire en fin de partie. Alors, comment ça va se passer? Tout d'abord, chaque joueur va recevoir 2 cartes origines et 2 cartes métiers et en choisir une de chaque afin de créer son aventurier. Les cartes origines donnent un bonus permanent durant la partie, alors que les cartes métiers donnent un bonus de départ en caractéristiques. Les joueurs disposent également d'un plateau individuel à côté duquel ils pourront placer leurs cartes origines et leurs cartes métiers choisies et ajuster leurs caractéristiques en conséquence. Ici par exemple, en tant que ranger, je commencerai avec 1 de puissance et 1 de dextérité. Chaque joueur commencera également avec 3 écus dans sa bourse et un set d'équipement de départ qui contient 2 épées, une pour chaque main, ainsi qu'un artefact. Chaque équipement donne au joueur un dé de combat par main et un par artefact. L'artefact de départ donne également une touche automatique contre un élément. Ici par exemple, on peut voir que j'ai une touche contre l'élément foudre. Passons maintenant aux caractéristiques. Pour commencer, nous avons la vitalité, qui n'est pas vraiment une caractéristique, qui correspond en fait au point de vie de votre personnage. Elle débute à 3 et pourra être augmentée plus tard dans la partie. La puissance est la première des 5 caractéristiques. Elle permet d'obtenir un 4e dé de combat. La couleur de ce dé dépend du niveau de la caractéristique. 1 noir, 2 bleu, 3 orange. Les dés sont bien sûr de plus en plus forts. La constitution augmente la vitalité d'un personnage à raison de 1 pour 1. Ainsi, pour une constitution de niveau 3, le joueur aura 6 points de vie maximum. La dextérité, elle, nous permet d'effectuer des coups critiques, c'est-à-dire de choisir la phase de certains dés après la phase de lancer. Par exemple, après cette phase de lancer, je peux choisir la phase de mon dé noir, comme ceci. La vitesse est très importante car elle détermine l'ordre dans lequel les joueurs vont agir. En cas d'égalité sur la vitesse, il faudra se référer au jeton initiative. L'intuition, elle, est une caractéristique un peu à part, mais néanmoins très importante car elle nous permet de récupérer des trésors gratuitement en se rendant dans certains lieux. Nous allons maintenant voir comment se déroule un tour de jeu. Il se fera en 3 phases. Tout d'abord, la phase de programmation. Comme son nom l'indique, c'est dans cette phase que les joueurs vont programmer dans quel lieu ils choisissent de se rendre. Pour ce faire, ils disposent d'une main de 7 cartes lieux, représentant les 5 biomes autour du village, ainsi que le marché et l'auberge. Chaque joueur va donc choisir une carte et la placer face cachée devant lui. Une fois que tout le monde a fait son choix, on révèle les cartes. Les joueurs prendront alors à tour de rôle, par ordre de vitesse, le pion joueur de leur couleur afin de le placer sur le premier emplacement libre du lieu qu'ils ont choisi. Là par exemple, c'est le pic d'orage que j'ai choisi, donc je mets mon pion sur le pic d'orage. On passe maintenant à la seconde phase, la phase d'action. Il existe 3 grands types d'actions pouvant être réalisées. Tout d'abord, l'exploration. Lorsqu'un joueur se rend dans un des 5 biomes autour du village, il effectue une exploration. Pour ce faire, il se munit des dés de combat fournis par son équipement et sa puissance et révèle la première carte du donjon dans lequel il se trouve. Il faudra alors faire attention à 3 choses. Son élément, ici le monstre est bien de l'élément foudre, ses points de vie, ici de 4, et son trait. Les traits des monstres ont un lien direct avec les caractéristiques des joueurs. Ici par exemple, le trait embusqué permet au monstre de m'infliger autant de dégâts que la différence avec mon niveau d'intuition et la valeur du trait. Comme je n'ai pas d'intuition, je perds directement un point de vie, comme ceci. Il est maintenant temps de combattre le monstre. Pour ce faire, on lance les dés. Grâce à ma dextérité, je peux choisir la face d'un dé noir, comme ceci. On compte maintenant les touches. 1, 2 et 3 grâce à mon artefact qui m'octroie une touche contre l'élément foudre. J'ai donc fait 3 touches, le monstre ayant 4 PV, il m'en manque encore une. Pour compenser les touches manquantes, je vais prendre autant de PV que la différence. Là, en l'occurrence, c'est 1 PV. Comme il me reste des points de vie, le monstre est vaincu. J'ai désormais le choix entre continuer ou arrêter mon exploration. Comme je n'ai presque plus de points de vie, je vais décider de jouer la sécurité et m'arrêter ici.
Lorsque je m'arrête, je repars avec autant de trésors de l'antre du dragon que j'ai vaincu de monstres, en l'occurrence, un. Puis, mon aventurier revient au centre-ville. Il existe 3 types de trésors. Les bibelots en or, les parchemins de savoir et les coffres à cristaux. Nous reviendrons sur leurs effets un peu plus tard au cours de cette vidéo. Une fois toutes les explorations terminées, il est temps de passer aux actions de marchandage. Les joueurs présents au marché auront l'occasion d'effectuer à tour de rôle une des actions du marché, jusqu'à ce que chaque joueur ne puisse plus ou ne veuille plus faire d'action. Ces actions peuvent être vendre un ou plusieurs bibelots en or pour 2 écus chacun, acheter un objet pour 1 écu, nous y reviendrons plus tard sur leurs effets. Remplir une quête, le coût pour remplir cette quête par exemple est de 3 écus, et elle offre en échange 4 objets. Acheter une carte équipement. Les cartes équipement s'achètent avec les coffres à cristaux. Le coût pour acheter une carte équipement est indiqué ici. Par exemple, cette lance me coûtera 3 coffres à cristaux. Je peux aussi vendre une carte équipement pour 1 écu. Il est également possible de réaliser une action additionnelle avant ou après avoir fait son action. Celle de payer 2 écus pour remplacer les cartes quêtes ou équipements par 3 nouvelles, ou payer 3 écus pour remplacer les cartes des 2 emplacements. Revenons sur l'équipement. Les cartes équipement offrent toutes une touche supplémentaire contre un élément. Là, en l'occurrence, c'est l'élément feu. Certaines armes comme celle-ci sont à 2 mains. Elle remplacera donc mes 2 épées de fortune que je pourrais revendre pour 1 écu chacune. Alors cette arme est vraiment sympa car elle me procure 2 dés bleus qui sont beaucoup plus intéressants que les dés noirs apportés par mon ancien équipement, comme vous pouvez voir. Le problème de cette arme, c'est qu'elle possède des prérequis. Elle me demande d'avoir 2 de constitution, 1 de vitesse et 2 d'intuition. Pour augmenter mes caractéristiques, je vais devoir me rendre à l'auberge. Ce qui nous emmène à la 3e action, le repos. Lorsqu'un joueur se repose, il doit payer un coût en écu dépendant du nombre de joueurs et de sa position dans la file. Le repos permet 2 choses. Récupérer des points de vie, jusqu'à 3 pour un repos normal, ou la totalité pour un coût additionnel de 1 écu. Et dépenser ses parchemins de savoir pour acquérir de l'expérience et ainsi augmenter le niveau des caractéristiques. Le coût pour augmenter une caractéristique correspond au coût indiqué sur la case suivante. Par exemple, pour passer mon intuition du niveau 0 au niveau 1, il me faudra un parchemin de savoir. Il m'en faudra 2 pour passer par exemple ma puissance du niveau 1 au niveau 2, et ainsi de suite. Une fois que tous les joueurs ont réalisé leurs actions, ils retournent au centre-ville, et il est temps de passer à la 3e phase, la phase des dragons. Durant cette phase s'effectuent toutes les actions de maintenance permettant de préparer le nouveau tour. Vérifier si le dragon effectue un raid. Si la limite de trésors dépendant du nombre de joueurs n'est pas atteinte, il faut relancer les dés des dragons une fois seulement et ajouter tous les trésors indiqués par le dé. Par exemple, au pic d'orage, la limite de trésors pour 5 joueurs est de 5. Ici, je n'ai que 3 trésors, donc je relance le dé du dragon qui me dit de rajouter 2 parchemins de savoir et je les rajoute à l'antre du dragon. Remplir de cartes la guilde et la forge. S'il manque une ou plusieurs cartes à la guilde et à la forge, il faut les remplacer par de nouvelles provenant de leurs paquets respectifs, comme ceci. Changer l'achalandage du marché. Remettre dans le sac tous les objets qui n'ont pas été achetés à ce tour et en remettre un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Ici, par exemple, à 5 joueurs, il faut en remettre 5. 2 et 5. Et enfin, récupérer en main là où les cartes lieu jouées au tour d'avant. La carte lieu jouée ce tour-ci reste en place, il n'est donc pas possible de se rendre 2 fois d'affilée dans le même lieu. Le nouveau tour peut alors commencer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. La fin de partie se déclenche lorsque tous les dragons ont quitté leurs antres, ils se sont enfuis ou ont été vaincus. On compte alors les points de gloire de chaque joueur accordés par les dragons et les monstres rares vaincus, comme ceci. Leur avancée sur la piste de caractéristiques, ainsi que certaines quêtes. Celui ou celle qui en a le plus est déclaré vainqueur. Alors, comment allons-nous faire pour affronter les dragons? Les tuiles dragons sont ici, et comme vous le voyez, ils sont plutôt redoutables, bien qu'elles offrent de grandes récompenses. Il existe 4 façons de déclencher un combat contre un dragon. Premièrement, vaincre plus de monstres qu'il n'y a de trésors dans son antre. Si l'on doit récupérer des trésors mais qu'il n'y en a pas assez dans l'antre du dragon, ce dernier nous attaque et il faudra le vaincre pour pouvoir repartir avec les trésors. Deuxièmement, tomber par hasard sur le dragon. Les donjons sont répartis en 3 paliers de difficulté croissante, comme vous le voyez. À partir du palier 2, nous pouvons donc tomber sur une carte comme celle-ci, qui nous demande d'affronter le dragon et de défausser cette carte directement.
Troisièmement, la dernière carte de chaque biome est un cœur de cristal, le trésor le plus jalousement gardé par la créature. Lorsqu'on la révèle, on doit immédiatement affronter le dragon, il gagnera 5 PV. Si on le bat, on repart avec la tuile dragon et la carte cœur de cristal qui nous revaudra des points de gloire supplémentaires. Si on échoue, le dragon s'enfuit en emportant son butin ainsi que sa carte cœur de cristal. Enfin, quatrièmement, il est possible d'appeler le dragon directement à l'aide de l'appât à monstre, un des 6 objets du jeu. Si je défausse 2 appâts à monstre, je peux choisir de combattre le dragon au lieu de retourner une carte donjon. Voyons maintenant le fonctionnement des objets. L'appât à monstre, l'objet rouge, permet de fuir un combat et de repartir avec les trésors accumulés jusqu'à maintenant. Lorsqu'on en utilise 2 d'un coup, on peut directement faire venir le dragon à nous. L'objet jaune, l'anneau de critique, comme son nom l'indique, il nous permet de porter un coup critique et donc choisir la face d'un de nos dés, comme ceci. La potion de vision, en orange, permet de regarder les 3 premières cartes d'un donjon et de les replacer dans l'ordre de son choix. Il est possible de l'utiliser également pour regarder la tuile dragon à la place. Les bottes ailées, l'objet vert, permet de jouer directement une carte lieu de sa main après sa phase d'action pour recommencer une phase d'action dans le lieu choisi. En violet, la fiole de poison permet de faire une touche à un monstre, uniquement un monstre, une fois par combat maximum. Et enfin, l'objet bleu porte le nom de Persécaille et permet de faire 2 touches à un dragon, et uniquement un dragon, également une fois par combat maximum. Évidemment, tous les objets sont à usage unique, ils sont défaussés après usage, ils ne sont pas remis dans le sac. C'est tout bon pour les règles, il ne reste plus qu'à aborder quelques points particuliers. Premièrement, lorsque je me rends à l'auberge et que je n'ai pas assez d'argent pour payer ma chambre, je rends service à l'aubergiste. Je gagne immédiatement un écu, ainsi qu'un décret de guilde. Je récupère en main toutes mes cartes lieux, je ne peux cependant ni regagner de points de vie, ni dépenser mes parchemins de savoir. Si je me rends en exploration et que le joueur qui joue avant moi récupère tous les trésors, je gagne alors un décret de guilde en compensation. Ces décrets servent de coût alternatif à une quête. Je peux choisir par exemple de payer 3 décrets pour remplir cette quête, ce qui donnera directement la récompense sans avoir à remplir la condition initiale. Cette quête est un peu spéciale car elle me demande d'aller combattre un monstre provenant de ce paquet, ici le numéro 1. En contrepartie, elle m'offrira la récompense de ce paquet numéro 1. Toutes les récompenses de quête peuvent être consultées, mais pas les monstres de quête. Notez également que le jeu propose un mode solo duo dans lequel les autres aventuriers sont simulés par des tuiles comme ceci. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour devenir un aventurier ou une aventurière d'exception. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez le format, dites-le nous en commentaire. A bientôt sur Je t'aime édition.